Bonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on a un épisode qui est présenté par Chrono Nutrition. Chrono Nutrition, ce sont des gels, des barres et des électrolytes. Leur slogan est simple, vrai, bon, bio. C'est aussi des produits qui sont véganes, sans gluten, sans arachides ni noix, sans produits laitiers et sans soya. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Jolicoeur Desroches, un triathlète professionnel, mais aussi directeur de la recherche et développement pour Chrono Nutrition. Et si ça vous sonne une cloche, c'est qu'on l'a déjà reçu sur le podcast. Aujourd'hui, on fait un suivi du premier épisode. Là, après le premier épisode, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions en lien avec le podcast. Alors, on fait une espèce de Q&A avec Antoine dans le but de répondre à toutes vos questions. Antoine est aussi auteur, donc sous peu, le 27 mars prochain, il va publier un livre qui s'appelle « Devenir triathlète, exercice, entraînement, préparation mentale et nutrition ». Donc, si jamais vous avez de l'intérêt pour le triathlon, je vous invite à vous diriger en librairie afin de vous procurer son livre. Je tiens à vous rappeler qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts. Je vous invite à vous abonner et à laisser une bonne note et que le podcast soit capable de sortir lorsqu'il y a des recherches. Bref, sans plus tarder, allons écouter la discussion avec Antoine. Hey, tu looks vraiment pro en entrevue aujourd'hui. Repping la casquette chrono, le chandail JD Performance. Très nice. Hey, ça faisait un petit bail qu'on s'était pas parlé depuis l'autre podcast précédent. Ouais, ça faisait quand même un petit bout, ouais. Content de te reparler. L'autre avait tellement été un succès. Ça a été le podcast le plus écouté, presque 4000 vues au moment où est-ce qu'on se parle. Puis il y avait eu beaucoup de questions qui étaient sorties de ce podcast-là. Fait que, non, je pense que la nutrition, c'est tout le temps un sujet que les gens ont un intérêt pour. Là, puis... Oui, puis c'est ça qu'on s'était dit la dernière fois aussi, c'est tough de trouver des sources. Je trouve que c'est tough de trouver des sources d'informations qui sont pertinentes. Parce que, tu sais, il y a tellement de bruit, puis il y a tellement de gym bro qui disent des affaires qui sont pas possibles que c'est ça, un moment donné, vient que ça vient tough de trouver l'information. Puis je pense que ce que le monde avait aimé, c'est vraiment ton expertise. Puis aussi, tu sais, t'étais quand même. Je trouve que tu es quand même neutre au moment où tu dis il n'y a pas de recette pour personne. Fait que ça a été un gros hit. Ah, mais c'est cool. C'est fun d'entendre. Ouais. Fait que pour cette suite-là, dans le fond, ce que je voulais faire avec toi, c'est de faire vraiment répondre aux questions suite au premier épisode. Fait que c'est vraiment comme la suite des choses. Puis tu sais, comme je le disais, il y a des modes. Il y a vraiment beaucoup de modes. Il y a vraiment beaucoup de gym bro dehors ou de coach, pseudo-coach qui s'improvisent, spécialistes en nutrition. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis par l'industrie. Puis, dans le fond, je voulais utiliser ton expertise puis, pour démystifier beaucoup de choses, puis peut-être revoir un peu la base avec toi. C'est super, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Fantastique. Je pense que la première question, en fait, la question qui revenait le plus souvent, puis une des grosses modes que j'ai vues, tu sais, avec le jeûne intermittent puis tout ça, il y a beaucoup de monde qui se demande jeûne et cyclisme, tu sais, faire, mettons, son entraînement du matin à jeun. Dans le fond, c'est quoi les bénéfices? Puis, ultimement, tu sais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, dans quelle mesure c'est je dirais, une utilité dans un programme d'entraînement? Ouais, en fait, ça dépend aussi des. Il y a plusieurs raisons dans le fond quelqu'un peut faire un jeûne. Des fois aussi, c'est pas nécessairement pour des raisons de santé ou de perdre du poids. Des fois, ça peut juste être parce que quelqu'un qui a un travail à temps plein, il veut s'entraîner sur Zwift le matin. Des fois, il n'a juste pas le temps de déjeuner. Donc, mais il faut voir c'est quoi, dans le fond, l'objectif de cet entraînement-là. Puis pourquoi aussi. Est-ce que dans cette condition-là, pour l'entraînement spécifique qu'on veut faire là, dans ces conditions-là, est-ce que c'est pertinent de faire l'entraînement à jeun? Parce que des fois, si on n'a pas vraiment le temps, on va juste prendre un café, on embarque tout de suite sur Zwift, des fois ça va arriver. Puis si c'est un entraînement de basse intensité, très facile, ça ne va pas
affecter nos performances parce que le but de l'entraînement, c'est juste une séance de maintien, de mouliner les jambes. Par contre, c'est ça, si le but de notre entraînement, ou par exemple, si on veut faire vraiment un entraînement intense, ce qu'on recherche généralement, c'est de débuter l'entraînement avec des réserves de glycogène, puis de bien s'alimenter pour cette séance-là, si on veut bien performer pour la séance. Donc, si c'est un entraînement d'intervalle, on veut prendre un peu de glucides. C'est pas nécessaire si on va faire notre vélo à 5 heures, 6 heures, pas le temps de réveiller 2 heures plus tôt, prendre le déjeuner, tout ça, mais juste prendre une petite barre, une banane ou quelques fruits avec son café, puis on peut débuter la séance. Puis comme ça, on va au moins s'assurer d'avoir un peu de réserve de glucides pour bien performer durant la séance. Puis même si c'est une longue séance, ou des fois, juste parce qu'on n'a pas vraiment le temps de déjeuner, mais on prend une petite barre avant, puis on continue à s'alimenter aussi pendant la sortie. Par contre, si quelqu'un veut faire un jeûne intermittent pour des raisons, par exemple, d'augmenter son oxydation des gras, donc devenir meilleur à brûler ses réserves de gras, ça peut être une raison de faire ça. Il faut faire quand même attention de pourquoi on veut faire ça réellement. Des fois, est-ce qu'on fait juste un jeûne intermittent parce que c'est la mode, puis on entend justement des gens sur Instagram qui suggèrent de faire ça ou qui disent il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu manges avant midi, sinon tu t'entraînes mal. Mais il faut que tu penses d'un point de vue de ce que les vrais athlètes, les vrais cyclistes vont faire et pas nécessairement ce que les influenceurs d'Instagram te suggèrent de faire. Puis si tu penses à des cyclistes de haut niveau, dans la majorité de leur saison, ils vont bien fueler toute leur séance, surtout des gens qui s'entraînent beaucoup d'heures par semaine. Un cycliste du Tour de France va s'entraîner en haut de 20 heures, 25 heures, 30 heures. Si à chaque séance, la première séance du matin, il le fait à jeun, à la longue, ils vont manquer d'énergie, puis sa dépense énergétique est trop élevée pour la quantité d'énergie qu'ils vont consommer dans la journée, parce que ça fait qu'en faisant un jeûne intermittent, tu as juste à partir, par exemple, de midi ou de 2 heures l'après-midi pour manger toutes tes calories que tu as besoin pour ta journée. Si tu t'entraînes beaucoup, tu as un mode de vie actif, tu as le travail, une famille, ça devient très difficile de t'assurer de manger suffisamment. Ça, c'est une longue réponse pour introduire un peu le sujet, mais il y a certains bénéfices de faire des entraînements à jeun de temps en temps. Principalement, c'est pour justement apprendre à ton corps à utiliser tes réserves de gras. Puis quelqu'un qui fait des épreuves de très longue durée, par exemple quelqu'un qui fait des triathlons Ironman ou quelqu'un qui fait des cyclistes ultra-distance, c'est quand même intéressant d'améliorer ses capacités à brûler des gras. Fait que de temps en temps, faire des séances à jeun, ça peut être intéressant. Par contre, c'est important de bien t'alimenter après, de ne pas continuer à ne pas manger, puis là, attendre très longtemps avant de te réalimenter, parce que là, ça crée quand même un stress qui est important sur ton corps. Puis ça va affecter un peu tes autres séances dans ta journée. Mais de temps en temps, faire des entraînements à jeun, c'est que ça va prendre à ton corps à bien utiliser tes réserves de gras, puis ta capacité à utiliser tes gras, qui est mesuré par un test de fat max, qui est dans le fond une courbe U à l'envers, qui détermine que dans le fond, par exemple, pour un athlète à 220 watts, c'est l'intensité à laquelle il va brûler le plus de gras. Donc, c'est à cette intensité-là qu'il est le meilleur à oxyder des gras. Mais avec l'entraînement, tu peux shifter un peu cette courbe-là vers la droite puis devenir meilleur. Puis si tu es capable, justement, avec cet entraînement-là, donc en faisant de temps en temps des séances à jeun, d'augmenter peut-être vers la droite, donc la shifter, puis là, ça s'approche de ton intensité de course. Donc, si par exemple, tu fais tes longues épreuves de gravel à 240-250 watts, puis là, tu es capable de shifter cette courbe-là pour que ce soit proche de ton fat max, c'est quand même intéressant parce que durant ton épreuve, durant surtout les premières heures de l'épreuve, quand l'intensité est assez basse, tu brûles moins tes réserves de glycogène, puis tu vas brûler plus tes réserves de gras. Puis là, quand la vitesse accélère, ce qui est souvent le cas dans les courses de cyclisme, ou par exemple, quelqu'un qui fait des triathlons, pour le marathon, il va quand même te rester un petit peu plus de réserves de glycogène. Puis tu vas continuer aussi à t'alimenter avec des glucides durant ton épreuve. Puis tu pourras mieux performer quand l'intensité va être plus élevée. Donc, c'est un peu ça ma longue réponse pour répondre à cette question-là. Là.
Ah, mais c'était vraiment intéressant parce que, tu sais, je vais t'avouer que moi, dans le fond, quand je me lève pour aller faire les morning rides, tu sais, la semaine, je me lève à 5h45, puis il faut que je sois sur le basic à 6h pour me rendre au pied de la montagne à 7h. Fait que, tu sais, c'est bien rare que je déjeune. Puis, en toute honnêteté, je suis tellement misérable le reste de la journée, là. On dirait que genre, je reprends pas le dessus. Fait que j'avais comme une opinion très arrêtée sur les entraînements en jeun, là. Mais c'est intéressant, toute l'affaire de la courbe du Fat Max, comme quoi je vois un peu plus l'intérêt, mais je continue à croire qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs puis de personnes qui se sont peut-être prononcées trop rapidement sur. Tu sais, c'est peut-être une bulle qui est gonflée, une mode qui est gonflée, mais il y a effectivement une belle science derrière ça. Puis aussi, si ton objectif principal, c'est la performance, tu sais, puis tu cherches quand même à augmenter ton oxydation des gras. Tu sais, de façon générale, juste le fait de t'entraîner longtemps en endurance, ta capacité d'oxydation des gras devient meilleure. Puis tu sais, de toute façon, euh, chaque sortie d'entraînement, surtout les longues sorties de 2-3 heures ou plus, tu ne vas pas nécessairement tout le temps manger la même quantité de glucides que tu vas manger durant ton épreuve. Tu sais, si tu essaies de répliquer tout le temps un 120 grammes, 120 grammes à chaque sortie, ça commence à être très intense. Fait que, je pense que c'est intéressant de tes longues sorties. Oui, tu manges des glucides, mais ça fait que quand même, tu n'en manges pas suffisant que tu continues quand même à brûler des gras durant ces séances-là. Tes réserves de glycogène se diminuent durant la séance. Fait que ton corps apprend quand même à oxyder des gras. Puis ce qu'on cherche, c'est justement avoir une flexibilité métabolique que tu es capable de quand c'est easy, quand c'est en zone 1-2, puis c'est très Mhm. relax, ton corps est capable de brûler des gras. Mais quand ça accélère durant ta group ride ou durant ta course, là, tu es capable de brûler tes glucides. Fait que de travailler un peu ces deux zones-là, puis ça se travaille durant ton entraînement, mais ça s'entraîne aussi avec son alimentation. C'est intéressant. Fait d'un autre point de vue, il y a la grosse mode du jeûne intermittent ou de tout ça, puis peut-être on va parler aussi de low carb. Il y a aussi l'autre côté que maintenant, c'est le plus de glucides, peu importe, pousser le 120 grammes de glucides par heure. Mais si tu prends ça tout le temps à chaque entraînement, à la longue, tu vas peut-être nuire aussi à ta capacité à brûler des gras. Fait que souvent, c'est un peu dans n'importe quoi, là, que ce soit en entraînement, à la Mhm. nutrition, c'est souvent la réponse se trouve un peu au centre. C'est comme trouver un équilibre entre ça que oui, quand c'est intense, et surtout quand c'est des entraînements que tu veux répliquer ta nutrition pour tes courses, là, ça vaut la peine de manger autant de gel ou de barres que tu vas prendre durant ta course. Mais la majorité des entraînements, oui, tu prends des glucides, mais tu n'es pas obligé d'en prendre autant. Puis de l'autre sens extrême, tu ne devrais pas non plus tout le temps faire tes entraînements à jeun. Si ça se trouve, la réponse, puis ce qu'on devrait faire se trouve plus un peu au centre de tout ça. Là. La modération a bien meilleur goût. Ouais, c'est ça. L'autre question qui revenait beaucoup, c'était au niveau paléo puis low carb. Tu sais, je pense que tu sais, il y a plusieurs. Encore une fois, tu sais, il y a plusieurs questions qui nous venaient parce qu'il y avait des influenceurs qui avaient décidé de devenir low carb, qui mangeaient juste comme des noix, puis qui prenaient à peu près pas de sucre pendant leur sortie. Puis il y avait l'exemple aussi de je me rappelle plus c'est quel peuple qui buvait à peu près juste du bouillon de bœuf puis qui courait comme des marathons, là. Fait que il y avait c'est comme une question qui nous était revenue en citant certains influenceurs encore une fois. Est-ce que c'est des bonnes disons diètes pour de l'endurance? Euh, ouais, c'est une très bonne question. Justement, quand on pense tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, aussi, des fois, il faut faire attention, parce que je me souviens une fois pendant le Tour de France, je pense que c'était Chris Froome, dans le temps qui performait très, très bien. Pendant une journée de repos, il avait mis une photo de son déjeuner. Puis là, c'était comme quand même très, très gros. C'est pas beaucoup de glucides, là, c'était beaucoup Mhm. avocat. Je pense qu'il y a peut-être genre du saumon fumé, des affaires comme ça. C'est très peu de glucides. Puis là, tous les réseaux sociaux, tous les journalistes qui parlaient comme Chris Froome fait son Tour de France low carb. Chris Froome suit une diète low carb. Puis après, il a rectifié que c'était juste cette journée-là, c'était une journée de repos. Il s'entraînait pratiquement pas. Il allait peut-être faire 1 heure de vélo, une group ride, coffee ride. Puis c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin vraiment de prendre de glucides. Mais tout le reste des journées, il allait prendre des glucides le matin, puis pendant la course,
il allait carburer aux glucides complètement. Et des fois, aussi, il faut faire attention aussi à ce qu'on voit des fois. Puis là, des fois, on voit seulement une petite publication sur les réseaux sociaux, puis on se fait des allusions. Donc oui, c'est un peu le même principe que le jeûne intermittent, c'est que s'entraîner low carb ou paléo, qui n'est pas nécessairement exactement la même affaire. Techniquement, paléo, tu vas quand même continuer à manger des glucides, mais plus des glucides comme des patates douces, des choses comme ça. Tandis que low carb, c'est vraiment essayer de limiter le plus possible des glucides. Puis tu as en plus l'autre extrême qui est encore plus intense, c'est un peu la diète keto, dans le fond, pour te mettre dans une zone de cétogène, que là, en plus, tu vas même restricter ta quantité de protéines parce que si tu prends beaucoup de protéines, mais ta protéine va se transformer en glucides dans ton corps. Fait là, tu perds l'effet, dans le fond, de cétogène. Mais si on parle de façon générale low carb, c'est un peu le même principe que le jeûne, de brûler plus de gras. Fait que c'est sûr que d'un point de vue, si tu regardes juste l'oxydation des gras, oui, tu vas devenir meilleur à brûler des gras, mais si tu regardes d'un point de vue performance, surtout si tu continues à manger low carb durant tes courses puis durant tes entraînements intenses, ça va nuire à ta performance, surtout des performances intenses. Puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les stratégies low carb, dans le fond, de suivre une diète low carb. Puis souvent on dit qu'à partir de comme 6 jours, c'est nécessaire pour justement avoir une vraie adaptation d'un point de vue d'oxydation des gras. Puis un 6 jours de low carb, ils disent que ça nuit à tes performances. Puis c'est comme ça nuit, mettons, durant un effort intense de 10 à 30 % de tes performances, qui est quand même très, très important. Puis d'un point de vue encore plus à long terme, c'est que ton corps, justement, il est plus habitué à brûler, à utiliser des réserves, des glucides comme source d'énergie. Donc, ça crée dans le fond, on a des enzymes, tout ça, notre corps s'adapte pour utiliser la source d'énergie qu'on leur donne pour se nourrir. Donc, si on lui donne tout le temps des gras, principalement juste du gras pour chaque entraînement, puis à chaque jour, dans le fond, dans notre quotidien, notre corps va dire on n'a plus besoin vraiment d'avoir d'enzymes pour brûler, pour permettre l'oxydation des glucides. Si tu décides, là, la journée de ta course, de prendre des glucides, mais tous les derniers plusieurs mois avant cette course-là, tu as tout le temps juste pris des gras, ton corps ne va pas être capable de tout d'un coup bien oxyder les glucides que tu lui donnes. Fait que même si, puis c'est ce que généralement la plupart des mondes qui suivent une diète low carb, vont généralement prendre quand même des glucides durant la course parce que c'est ça qui t'aide à performer lors d'un effort intense. Sa capacité à utiliser ces réserves ces glucides-là que tu lui donnes ne va pas être maximisée parce que tu as entraîné ton corps à seulement brûler du gras. Fait que c'est un peu ce qu'on revenait tantôt à ta flexibilité métabolique, c'est que ton corps est oui, tu es meilleur à brûler du gras, mais tu es moins bon à utiliser des glucides. Fait que c'est un peu de trouver un mix entre les deux. Si tu as vraiment un intérêt je veux être meilleur à brûler mes réserves de gras, de temps en temps, faire des entraînements, comme on dit, à jeun ou avec peu de glucides, ça peut être intéressant. De façon générale, c'est préférable de prendre des glucides pour performer durant tes entraînements, surtout les entraînements intenses, puis durant tes compétitions. Puis c'est sûr que c'est ça que, si tu regardes ce que les meilleurs athlètes, donc par exemple, si on regarde en course à pied, les Kenyans, c'est une diète, quasiment 80% de leur diète, c'est des glucides. Les cyclistes aussi de haut niveau, ils vont carburer beaucoup en glucides, surtout durant leur compétition. Mais ça reste que, surtout à un haut niveau, leur nutrition va changer selon leur entraînement. C'est ce qu'on appelle comme on périodise notre entraînement, mais tu peux aussi périodiser ta nutrition. Donc, si justement, comme on a vu l'exemple avec Chris Froome durant sa journée de repos pendant le Tour de France, s'il sait que cette journée-là, il a moins besoin de prendre de glucides, il va peut-être réduire sa consommation de glucides cette journée-là. Même chose si dans une semaine moins intense d'entraînement, il va peut-être diminuer sa quantité de glucides. Mais quand les entraînements sont intenses, quand c'est en compétition, surtout une compétition intense comme le Tour de France sur 3 semaines, là, ça va être vraiment les glucides qui vont te permettre que tu veux prendre avant ta compétition pour partir ton effort avec des bonnes réserves de glycogène, pour t'assurer de tout le temps avoir des glucides dans ton corps, puis aussi après pour pouvoir bien récupérer puis refaire le plein de tes réserves de glycogène.
Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'il y a certains athlètes, comme par exemple en course de trail, il y a certains athlètes quand même qui vont bien performer avec une diète low carb. Fait que je ne dis pas que ça marche pour personne, puis tu sais, ça dépend aussi du type d'effort que tu vas faire. Puis chaque personne est différente. Mais ça reste que même ceux qui performent bien en suivant une diète low carb. Puis un bon exemple, c'est en ultra running, il y a Zach Bitter qui est très, très low carb. Puis il fait beaucoup la promotion de ça. Il y a un podcast pratiquement là-dessus. Mais ça reste que durant ses compétitions, il va prendre des glucides parce que c'est ça qui permet de performer. T'sais. Mais il suit une diète low carb puis il performe très bien sur ses très, très longues distances, les courses de 24 heures, tout ça. Possiblement en partie parce qu'il est très bon à brûler des gras. Très intéressant. Très, très intéressant. Ouais, puis en trail, je pense aussi, c'est peut-être un peu moins des efforts très intenses, là, je serais porté à dire. J'ai des amis qui font de la trail, puis justement, ils disaient que l'intensité, le pace n'était pas la même que sa route pour la simple et bonne raison que des fois, il faut que tu marches parce que marcher va être à peu près la même vitesse que courir. Ils ont pas, j'imagine que c'est un peu moins intense que, par exemple, euh, tu dois être plus Mettons une souvent course en de zone cyclocross 1-2. ou une course de. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Euh, aussi, ça va dépendre aussi des courses. C'est comme là, je me prépare, moi, je vais courir un 100 kilos dans quelques jours. Puis ça mhm. reste que c'est pas comme un 24 heures de trail. Là, fait que c'est quand même relativement court. C'est comme peut-être un 8 heures d'effort. Fait que moi, j'ai carburé 100% au carb. Là, je vais essayer de quasiment le plus possible que je suis capable de consommer à chaque heure. C'est ça que je vais prendre. Mais c'est complètement différent de comme quelqu'un que justement, Zach Peter, l'exemple que je donnais, lui, il a le record, je pense qu'il avait le record sur 24 heures sur une piste. Donc, un effort complètement très, très, très constant. Aucune variation d'allure aussi, d'intensité, parce que c'est tout sur le plat. Fait que là, c'est comme, tu restes tout le temps dans cette zone-là que tu es capable de brûler beaucoup de gras. Donc, c'est pas du tout la même game. Fait que même dans le monde de l'ultra running, ça peut beaucoup varier aussi selon le type d'épreuve. Puis même chose aussi quand on pense à du cycliste, quelqu'un qui veut faire le Trans-América, Mhm. ou versus quelqu'un qui va faire une affaire très, très longue, mais que des fois, il y a des grosses côtes, tout ça. Quand tu vas monter ta côte, même si c'est une épreuve de beaucoup d'heures, même beaucoup de jours, à chaque fois que tu vas monter des côtes, là, tu vas augmenter ton intensité. Puis c'est là que tu vas quand même plus chercher dans tes réserves de glycogène. Fait que c'est vraiment dépendant de l'athlète, puis aussi du type d'épreuve aussi. Qu'est-ce qui va mieux performer pour toi? Vraiment intéressant. Dans le fond, d'une épreuve à l'autre, c'est ça, ça va changer. Puis, OK, une autre question qu'on avait, tu sais, puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça touche aussi Chrono, qui est comme le présentateur de cette série de podcasts. Il y a de la caféine dans la nutrition sportive. On voit que c'est comme un super aliment. Il y a beaucoup de produits qui offrent de la caféine dedans. Euh, Qu'est-ce que ça fait, la caféine, pour un sportif? Puis pourquoi c'est important d'en prendre? C'est ça, la caféine. Ouais, la caféine, c'est vraiment, surtout en cycliste, le café et le vélo, c'est vraiment bien associé ensemble. On parle vraiment des coffee rides, tout ça. Puis, Mhm. la grande majorité des athlètes en sport d'endurance, en fait, c'est en haut de 75% des athlètes prennent de la caféine, que ce soit de façon quotidienne ou du moins durant leur compétition. Puis, il y a plusieurs effets, en fait, de la caféine. Euh, Premièrement, ça permet de diminuer l'effet de fatigue. Donc, durant un long effort, vers la fin, quand tu te sens fatigué, ça va diminuer un peu ta perception de la fatigue, aussi ta perception de la douleur. Parce que l'effet, ça a un effet directement, dans le fond, sur ton système nerveux central. Euh, Aussi, ça va aider la performance. Euh, Puis aussi, ça va, même d'un point de vue pour des efforts très, très courts, donc un sprint, la caféine a été démontré que ça peut aider à avoir une meilleure contraction musculaire parce que ça a, dans le fond, un effet sur la membrane des muscles. Donc, tu as une meilleure contraction musculaire parce que ça permet de mieux libérer comme le calcium dans les muscles. Et quand même quelqu'un qui. Nous, on parle souvent de caféine pour des sports d'endurance comme le vélo, tout ça. Mais même quelqu'un pour que ce soit par exemple un sprinter en cyclisme ou même juste quelqu'un qui va faire l'haltérophilie. Donc vraiment du power. La caféine peut aussi aider la performance. Puis aussi, ça permet, surtout des longs efforts, ça permet aussi d'améliorer
d'augmenter ton alertness, donc ta vigilance. Fait que, quand tu es fatigué après 6-8 heures de vélo, surtout les gens qui font des épreuves d'ultra-cyclisme, la caféine va te permettre de rester bien focus, bien alerte. Mais c'est sûr, c'est comme n'importe quoi. Si quelqu'un qui n'a jamais pris la caféine, puis va en prendre le jour de sa compétition, ça peut avoir des effets négatifs si tu n'es pas entraîné à prendre la caféine ou à prendre des quantités très importantes de caféine. Si ton rythme cardiaque augmente généralement quand tu prends de la caféine, mais si tu n'es pas habitué à ça, puis si tu en prends trop, puis tu ne te sens pas bien, c'est pas mieux non plus. Des fois aussi, si tu en prends en très grande quantité, ça peut créer des troubles gastro-intestinaux, fait qu'avoir mal au ventre, ce qui n'est pas non plus intéressant. Puis même en triathlon, il y avait un triathlète professionnel que lui, il s'était fait dire faut que tu prennes un 400 mg de caféine avant ta course. Puis il a essayé ça juste avant son triathlon, puis il y a eu des maux de ventre tout le long de la course. Fait que, il faut faire attention avec la quantité qu'on va prendre. C'est important de bien le tester avant pour être sûr que ça donne l'effet bénéfique qu'on va chercher, puis pas les effets négatifs qu'on va chercher. Fait que, c'est intéressant de le prendre avant ton épreuve, puis pendant. Mais quand c'est une épreuve très, très longue, souvent ce que je vais suggérer, c'est de conserver ta caféine comme une dernière cartouche un peu qui va te permettre d'aller chercher un edge vers la fin, surtout quand il y a la grosse fatigue. Fait que, par exemple, moi qui fais plus des triathlons Ironman, je vais attendre de prendre la caféine vers autour du 120-130 km de vélo. Fait que quand il reste 50-60 km, puis là, après, je continue à en prendre beaucoup durant le marathon pour que l'effet soit perçu quand la fatigue commence à être présente. Fait que je pense que c'est intéressant, même chose, quelqu'un qui fait des épreuves de longue distance de vélo, d'attendre vers la fin pour prendre cette caféine-là. Puis là, c'est là que tu vas chercher le boost le plus intéressant. Parce que c'est sûr que si tu commences à prendre la caféine, un peu la même chose que quand on prend des gels, il faut que tu continues d'en prendre de façon régulière. Parce que sinon, même chose que si tu prends un gel, après un certain temps, tu vas peut-être avoir un drop d'énergie. C'est un peu le même effet aussi avec la caféine. C'est pour ça que c'est intéressant, les gels de chrono, parce qu'on en parlait. On n'a pas une très grande quantité de caféine, comme le gel citron, ça a 50 mg de caféine. Fait que ça te permet, tu peux en prendre relativement souvent durant ton épreuve. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup, tu prenais ton 200 ou 300 mg de caféine. Fait que là, ça devient difficile d'en reprendre de façon fréquente. Fait que, de prendre souvent des 25 ou 50 mg de caféine durant les dernières heures de ton épreuve, ça se fait vraiment bien. Je suis encore sous le choc du 400 mg de caféine du triathlète. Pour vrai, là, c'est 4 espressos ou 2 tasses et demie de café Tim Hortons. C'est Ouais, non, énorme, là, c'est pareil. très, très énorme, ouais. Mais souvent, parce que des fois, les études, justement, aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes des fois des études, puis ils mettent les quantités de milligrammes qu'ils vont donner, puis des fois, ça peut varier entre 3 et 6 mg de caféine par kilogramme. Fait que, pour un athlète de 70 kilos, ça revient beaucoup. Là, tu t'approches justement entre 200 et 400 justement, milligrammes, mais c'est quelque chose vraiment, faut que tu testes des fois. J'avais déjà pris des fois des gels de 100-150 mg, puis tu le sens rapidement. Puis aussi, je pense que c'est préférable d'en prendre en petite quantité souvent durant ta course que vraiment une fois d'une shot. Puis aussi, un autre effet intéressant de la caféine, c'est aussi que ça va augmenter ton l'oxydation des gras aussi durant ton effort également. OK. OK, je continue parmi les questions de nos auditeurs. La prochaine, c'était comme un peu un hot take. Parce que dans le fond, la dernière fois, tu avais dit de prendre une barre de protéines chrono, dans le fond, après l'entraînement, parce qu'il y avait 12 grammes, puis qu'on n'avait pas tant besoin de, comme un peu les power builders d'une autre compagnie qui avait comme, je pense, 36 grammes de protéines. Puis il y avait beaucoup de monde qui se demandait comme, c'est quoi la bonne quantité de protéines à prendre après un entraînement? C'est ça, en fait, après un entraînement, on a souvent tendance à juste penser aux protéines, mais surtout dans le monde du bodybuilder ou musculation, tout ça.
Mais la priorité devrait être vraiment les glucides plus que les protéines. Bien que les protéines, c'est très important après un effort pour favoriser la récupération, réparer les bris musculaires. Mais ce qu'on pense souvent, c'est que du ratio glucides-protéines devrait être 4 pour 1, donc 4 fois plus de glucides que de protéines. Quelqu'un qui va juste prendre un shake de protéines sans glucides ou va prendre une barre protéinée avec juste plein de protéines, quasiment pas de glucides. C'est pas très intéressant. C'est surtout pour quelqu'un qui fait du sport d'endurance comme du cyclisme. Donc, ce qu'on cherche, c'est justement d'avoir ce ratio-là 4 pour 1. Donc, si tu prends comme une barre qui a un 10 grammes de glucides, ou si tu cherches ta collation idéale après un entraînement, puis tu as un 10 à 15 grammes de protéines, là, tu pourras aller chercher un 40 à 60 grammes de glucides, qui serait dans le fond un ratio idéal. C'est sûr, tu peux aller chercher encore plus si tu veux. Tu peux aller jusqu'à 20 grammes de protéines, ça peut quand même être intéressant. Mais ça dépend aussi. Est-ce que tu prends juste une petite collation, puis dans 2 heures, tu vas souper, tu vas dîner? C'est peut-être pas nécessairement nécessaire justement de prendre une grosse collation. Fait que, de prendre 10 à 15 grammes de protéines avec un 40 à 60 grammes de glucides, ça peut être parfait. Mais quand tu y penses, des fois, ça peut être aussi un. Par exemple, si tantôt, je viens juste d'aller nager, j'ai pris un pita avec du beurre de peanut, une banane. Déjà, le pita, je pense qu'il y avait 7 à 10 grammes de protéines. Après, il y en a beaucoup dans le beurre d'arachide. Puis là, avec les glucides, la banane puis du pita, déjà, je dois avoir autour de 45-50 grammes de glucides. Fait que déjà, là, ça me donne un bon ratio de glucides et de protéines. Fait que, je pense que les barres protéinées, c'est pratique parce que tu as ça dans ton auto, tu as ça dans ton sac de sport. Mais quand tu es chez toi, tu peux facilement répliquer une collation santé qui a ce ratio-là, glucides, protéines, que tu vas chercher. Puis c'est la même chose, tu peux faire un smoothie avec un peu de protéines, que ce soit du yogourt, du tofu soyeux, ou juste un petit peu de protéines que tu peux mettre à l'intérieur. Ou juste des fruits et des noix aussi, ça peut très bien faire la job. Super intéressant. Ouais, puis je pense que les gens avaient juste été choqués parce que, tu sais, il y avait comme une. Tu sais, quand tu le sais pas, puis que t'es juste comme tout le monde prend tout le temps des bars, puis tu sais, on dirait qu'il y a aussi une partie du marketing de certaines compagnies qui est comme plus qu'ils mettent de protéines. Si tu vois ça des fois dans les sections de lait au chocolat à l'épicerie, c'est comme 42 grammes de protéines dans ce lait au chocolat. C'est comme, il y a des affaires qui sont vraiment exagérées, mais je pense que le marketing a beaucoup joué sur la perception des quantités versus qu'est-ce que la science recommande. C'est ça aussi. Puis là, justement, si tu vas chercher ton lait au chocolat, mettons, avec 40 grammes de protéines, là, si tu veux avoir ton ratio 4 pour 1, ça fait qu'il faut que tu aies 160 grammes de glucides. Là, ça commence à faire une très grosse collation aussi. Puis aussi, avec les protéines, c'est mieux aussi d'en prendre souvent, mais en plus petite quantité, que d'essayer d'en prendre vraiment beaucoup d'une shot. Puis ton corps va être plus capable de bien utiliser les protéines que tu lui donnes. Puis aussi, la même chose avec tes glucides. Les glucides, surtout après l'entraînement, le timing est quand même important. C'est que tu as comme une porte que les 30 à 60 minutes après ton entraînement ou ta compétition, c'est là le moment idéal pour t'alimenter. C'est pour ça que des fois, ça peut être pratique justement des bars parce que si tu sais que tu veux attendre d'aller chez toi, préparer ton repas, des fois, là, ça va faire que tu vas manger 1h30, 2 heures ou plus après ton entraînement. Donc, c'est pour ça qu'avoir une collation rapide dans ton auto, dans ton sac de sport, là, ça devient intéressant. Mais ça n'a pas besoin d'être des quantités énormes de glucides ni de protéines. C'est cool. Puis, OK, dans le fond, on a parlé, tu sais, là, des repas, puis, tu sais, des bars, les avantages l'un de l'autre. Il y a beaucoup de monde qui nous avait écrit, tu sais, dans le précédent, qui m'avait écrit après le précédent podcast parce que il disait, dans le fond, que la nutrition sportive, il pouvait retrouver tout ce qu'il y avait dans la nutrition sportive au dépanneur très facilement. Ça serait quoi, mettons, les avantages d'acheter de la nutrition sportive dédiée versus, par exemple, à l'épicerie puis ramasser un peu n'importe quoi ou dans les allées, tu sais?
En fait, ça dépend, dans le fond, si on parle vraiment, tu sais, comme dans ton alimentation quotidienne ou tu sais, plus durant un entraînement. Tu sais, durant un entraînement, tu sais, tu pars un 4-6 heures de vélo avec des amis, là, euh, tu pourrais arrêter de temps en temps dans le dépanneur, puis quand même te débrouiller, puis trouver du coke ou des jeux ou quelque chose comme ça, ou des barres de chocolat. Tu vas avoir tes glucides, mais tu ne vas pas nécessairement peut-être avoir mais en fait, tu vas surtout avoir des choses que peut-être tu n'as pas vraiment besoin ou qui n'est peut-être pas idéal pour ta santé. Si tu prends tout le temps, tu t'alimentes tout le temps au classique Coke, Pepsi, Coke puis bar Mars ou Snickers à chaque entraînement. Bien que ça peut bien te dépanner de temps en temps quand tu manques d'énergie. Les bars plus énergétiques ou avec un peu de protéines, comme mettons, on parle de chrono ou les gels. Ce qui est pratique, c'est dans le fond, c'est conçu plus pour la performance. Puis aussi, ce qui est intéressant avec ces produits-là de chrono, comme on prend l'exemple, c'est que c'est tous des ingrédients qui sont santé. Fait, oui, d'un point de vue calorique, on regarde une barre Mars ou une barre chrono, peut-être que ça va donner la même quantité de calories ou la même quantité de glucides. Fait d'un point de vue de sucre, tu as la même quantité de sucre. Mais tu as beaucoup de choses à ajouter, beaucoup de gras saturés dans ta barre Mars ou Snickers que tu n'as pas vraiment, qui n'est pas nécessairement intéressant de prendre tout le temps quand tu t'entraînes. C'est pour ça que les barres chrono, c'est conçu tout avec des ingrédients naturels qui sont meilleurs pour la santé, surtout quand tu en prends souvent de temps en temps. Mais ça reste que le point que les gens t'apportaient, que oui, tu peux bien facilement t'alimenter sans nécessairement te rely sur des produits emballés, comme que ce soit des gels, des barres énergétiques, parce que tu peux tout trouver ça bien t'alimenter en allant à l'épicerie. Puis tu peux facilement alimenter tes sorties de vélo avec des bananes, des dattes, des noix, des choses comme ça. Là que ça devient le plus intéressant, surtout les gels, c'est là quand on commence à parler, c'est vraiment performance. Puis là, quand tu veux commencer à prendre un 75-90 grammes ou plus à l'heure, c'est quand même plus facile quand c'est bien emballé dans un sac qui est un gel, dans le fond, puis tu vas en prendre 4 à l'heure avec ta boisson. Ça se fait bien durant ton effort. Mais si c'est juste pas pour une sortie très relaxe avec des amis, tu peux vraiment faire la job en prenant seulement des fruits, des noix, même en faisant un sandwich au beurre de pinot, des choses comme ça. Fait que ça dépend vraiment de pourquoi tu t'entraînes, puis c'est quoi les objectifs spécifiques de ta sortie. Fait que l'intérêt justement des produits de nutrition sportive, c'est vraiment la usability, donc le fait que c'est très facile à utiliser, surtout dans les contextes d'entraînement intense, puis dans les contextes de compétition. Puis aussi, ce qui est, mettons, les produits d'électrolytes, ça, moi, je trouvais ça, c'est vraiment, c'est un produit qu'on a sorti, ça fait pas très longtemps, puis moi, c'était comme quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, de trouver quelque chose qui goûte bon, mais aussi qui fait la job. Puis, souvent, en fait, c'est souvent, moi, même dans les triathlons Ironman, ce qu'on donne souvent, c'est du Gatorade. Ce qui fait la job de façon générale, mais par contre, souvent, la quantité d'électrolytes n'est pas bonne. Il y a beaucoup de... Ça goûte très, très, très sucré, ce qui va tomber sur le cœur. Donc là, c'est plus un produit qui est comme... que tu as des glucides qui sont faciles à digérer. Puis aussi, c'est pas seulement une sorte de glucides. Tu as différents types de glucides. Donc, nous, on a du sucre de canne, de la dextrose. Ça fait que c'est plus facile d'absorber que si tu prenais seulement du glucose, donc seulement un type de sucre. Puis aussi, tu as une bonne quantité d'électrolytes qui est plus élevée que la majorité des produits que tu vas trouver dans un dépanneur comme du Gatorade, des choses comme ça. Puis aussi, ça te permet aussi de trouver ce qui est adapté pour toi. Puis même si je travaille pour Chrono puis j'aime beaucoup les produits Chrono, je trouve c'est important aux gens de tester différents produits puis de trouver ce qui convient vraiment pour eux. Puis même quand on parle des électrolytes, même si nous, on recommande une certaine quantité de scoop pour une portion, il y en a qui vont dire, moi, je trouve ça peut-être c'est plus difficile à gérer, j'aime mieux prendre la moitié de ce qui est suggéré, une demi-scoop pour une bouteille de 750 ml. Puis c'est ça que ça permet aussi de t'adapter aussi selon tes préférences. Fait que c'est bon de le tester à l'entraînement. Ouais. Non, mais c'est
En tout cas, je suis peut-être biaisé, fait que, tu sais, mais côté électrolyte, moi, je trouve que c'est la chose qui m'avait le plus manqué à ma seule épreuve de bikepacking d'ultra-distance, là. Parce que la première journée, il pleuvait à Sio, fait que l'humidité a comme pogné dans mon Ziploc euh, d'électrolyte chrono. Fait que là, Ah, j'avais juste comme une espèce de grosse brique, toute hmm. fondue ensemble. Fait que là, j'ai sacré ça dans les vidanges. Puis après ça, j'étais sur le Powerade bleu parce que c'était à peu près la seule saveur qu'il y avait en Suède. Puis c'était longtemps. Genre, tu sais, je trouve que c'était trop sucré, ça goûte, tu sais, c'est très présent. Puis après ça, tu sais, d'un point de vue, comme tu disais, tu sais, si, mettons, tu prends euh, tout le temps les mêmes. On dirait que ça donnait plus de maux de ventre, puis j'imagine que c'est parce que, ultimement, tu sais, je mangeais des jujubes, puis je mangeais de la bouffe que je trouvais aussi au dépanneur, tu sais, pour compenser, parce que je ne pouvais pas traîner pour 650 km de gel avec moi. Fait que on dirait que, tu sais, mettons, les bouts de Powerade bleu puis de jujube, ça tombait vraiment comme sur l'estomac plus facilement. Fait que, tu sais, il y avait comme tout ça que c'est tous des bons points que j'avais jamais réalisés sur pourquoi j'avais eu un aussi mauvais temps avec le Powerade bleu. Puis c'est ça, c'est surtout tu sais, quand c'est comme la nutrition sportive est créée pour les athlètes. Ça Mhm. va être encore plus important dans les conditions extrêmes. Donc, que ça soit comme une épreuve très intense où là, tu essaies de maximiser le plus possible tes glucides. C'est d'essayer de prendre plus que 60 grammes à l'heure. Parce que si tu en prends moins que ça, tu peux techniquement te débrouiller avec des jujubes qui ont une seule sorte de sucre. Mais là, quand tu essaies justement d'optimiser plus puis prendre 90 grammes à l'heure, c'est là que ça devient intéressant de prendre des produits qui ont été conçus pour ça, donc qui contiennent différentes sortes de sources de glucides. Puis, puis aussi, dans les grosses, comme ce que tu as fait, c'est des très, très longues épreuves d'endurance, euh, vu que c'est des produits qui vont nécessairement pas trop goûter fort, c'est pas trop sucré non plus, Mhm. puis qui ont une bonne quantité d'électrolytes, c'est des produits qui vont te permettre d'en prendre sur des longues périodes de temps sans que ça soit très soit écœuré puis comme tu sais quand c'est très 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 sucré là des fois ça devient difficile sur ton corps sur toi tu sais, sur ton ventre puis l'important aussi c'est surtout dans les longues épreuves d'ultra endurance c'est que tu commences aussi à avoir une fatigue de goût fait que tu es tanné de tout le temps prendre les mêmes produits fait que aussi de varier c'est ça qui est Mhm. important puis limiter aussi tous les produits qui sont sucré pour aucune raison. Tu peux avoir autant de calories, tu sais, un 25 grammes de glucides, mais c'est beaucoup moins sucré. À la longue, ça va être plus intéressant parce que après 6 heures ou 6-8 heures de prendre tout le temps un produit qui est extrêmement sucré, là, tu commences à. Tu as peu le goût d'en manger, fait que tu n'en manges pas, puis là, tu manques de glucides, puis là, c'est là que ça va plus bien. Là. Exact. OK, un autre hot take. Puis ça, c'est. Moi, dans le fond, je pense que je t'ai appris l'existence de ces produits-là hier. Puis moi-même, je l'ai appris via des gens qui ont écouté le podcast puis qui m'ont écrit. Ça a l'air qu'il y aurait de la nutrition spécialisée pour base d'entraînement. De ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un peu moins de glucides puis un peu plus de sodium dedans ou d'électrolytes. Mais dans le fond, c'est quand même relativement cher. C'est souvent des gels ou des capsules qui sont supposément optimisés pour des efforts plus courts. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'expert? Est-ce que c'est le genre de choses qu'il vaut d'investir? Mais ça, comme tu dis, en fait, tu m'as envoyé la question, puis au début, je comprenais pas du tout la question. Fait que là, je t'ai demandé c'était quoi, puis là, tu m'as envoyé le lien. Je comprends non plus pas trop pourquoi la raison de ces produits-là. Il n'y a pas vraiment une raison d'avoir un produit qui est spécifique pour l'entraînement à l'intérieur ou pour les courses sur Zwift. Il faut juste penser, c'est quoi dans le fond, c'est quoi l'effort que tu vas faire durant ta course Zwift, durant ton entraînement de Zwift. Puis c'est sûr, c'est quand même différent qu'une longue épreuve de vélo dehors ou une longue épreuve de vélo de gravel. Tu sais, c'est pas la même durée. Fait que aussi, les zones d'intensité que tu vas avoir sont pas les mêmes. C'est une longue période, même une course de 3-4 heures de vélo, les premières heures, c'est quand même une intensité plus basse, puis là, l'intensité augmente. Tandis qu'une course sur Zwift, dès le début, ça part vite. Tu as des accélérations. Puis souvent, c'est les courses que tu vas faire ou même les entraînements que tu vas faire,
c'est très rare que ça va être beaucoup plus long qu'une heure. Puis, de façon générale, souvent on dit que pour un entraînement, les glucides, ça commence à être très intéressant pour des efforts qui sont plus que 45 minutes. Mais là, surtout quand c'est très intense, là, ça commence à être intéressant. Même si tu fais 45 minutes, une heure, ta course sur Zwift, c'est quand même important de bien t'alimenter. Mais tu n'auras pas nécessairement besoin de t'alimenter autant que si tu fais une course de 3 heures ou plus. T'sais. Mais ce qui va être le plus important, c'est justement que tu pars ton entraînement ou ta course sur Zwift déjà bien hydraté, bien alimenté. Donc, peut-être tu as pris un gel avant ou une barre énergie avant ta course Zwift ou tu t'es bien alimenté aussi, bien hydraté avec une boisson sportive. Puis, durant ton effort, vu que c'est très intense aussi, tu ne vas pas nécessairement peut-être essayer d'aller chercher ton 90 grammes ou plus par heure parce que l'effort est tellement intense, puis la durée est pas assez longue que ça vaut la peine. C'est pour ça que dans le fond, tu vas juste adapter ta stratégie de nutrition selon le type de course sur Zwift ou le type d'entraînement sur Zwift que tu veux faire. Mais tu n'as pas besoin de prendre un gel différent. Tu vas peut-être, si d'habitude tu prends, par exemple, 3 gels à l'heure plus un 20 grammes de glucides dans ta boisson. Là, peut-être durant ta course Zwift, tu vas seulement avoir besoin de 2 gels et d'une boisson parce que la durée est moins longue. Puis l'intensité est tellement intense que c'est quand même difficile pour toi de consommer autant de glucides. Mais une autre réalité aussi, dans le fond, de l'entraînement ou des courses sur Zwift, c'est que tu le fais à l'intérieur. Souvent, il peut faire extrêmement chaud, surtout quand tu n'as pas une bonne ventilation, tout ça. Fait que, la priorité, c'est d'essayer de... Un facteur très limitant de ce type d'effort-là à l'intérieur, c'est que ta température corporelle va vraiment augmenter. Fait que le plus intéressant, c'est de te refroidir. Donc, que ce soit avec des ventilateurs, aussi en buvant de l'eau froide, ça va te permettre de te refroidir, mais à partir de l'intérieur. Fait que souvent, même des fois, tu peux prendre, même avant ton effort, tu peux prendre de la slotch ou des boissons pratiquement gelées ou très, très, très froides pour diminuer déjà d'avance ta température corporelle. Puis même durant ton effort, continuer à prendre soit de la slotch ou une boisson très froide, donc qui contient aussi des glucides. Fait qu'en même temps, t'alimenter, donc de prendre des glucides, donc de prendre du sodium aussi. Tu refroidis ta température corporelle ou du moins tu limites l'augmentation de ta température corporelle durant cet effort-là. Parce que de façon générale, c'est tellement un effort court, de façon générale, que souvent ta température corporelle va peut-être être le facteur le plus limitant que nécessairement ta quantité de glucides que tu prends à l'heure. Fait que moi, ce serait ça que je considère que la considération la plus importante durant un effort. C'est de prendre quand même un peu de glucides, du sodium, parce que tu vas suer plus, étant donné que tu es à l'intérieur, il fait chaud, puis tu n'as pas le vent de l'extérieur pour te refroidir. Puis d'essayer de te refroidir le plus possible avant puis pendant ton effort avec justement des ventilateurs, de l'eau froide, de la slotch, des choses comme ça. Même des fois, ce que je trouvais ça intéressant, c'est même si tu peux mettre tes gels un peu au froid, tes gels aussi, c'est plus agréable de les prendre. Ils te refroidissent un petit peu aussi. Puis des fois aussi, ça passe encore mieux, c'est encore plus facile à gérer. Mais si tu essaies de prendre la slotch durant ton entraînement, c'est quand même important de le tester aussi en entraînement justement avant de laisser prendre une course parce que des fois, ça peut être... Oui, c'est le fun parce que ça te refroidit, mais des fois, sur ton estomac, ça peut être difficile. Puis après, tu auras peut-être de difficultés à bien t'alimenter. Fait que, en bref, c'est comme ces produits-là, il n'y a pas d'intérêt d'acheter des produits qui sont faits spécifiquement pour l'entraînement ou les courses sur Zwift, mais c'est peut-être juste de modifier ta stratégie de nutrition pour ces circonstances-là. De la même façon que tu vas modifier ta stratégie de nutrition si tu fais une course de cyclocross d'une heure versus si tu fais une course de gravel de 4 heures. C'est ça. C'est juste le bon sens que tu adaptes ta stratégie de nutrition selon le type d'épreuve que tu vas faire. Très nice. Puis, je pense que c'est le dernier, mais non le moindre. On a parlé tantôt du café qui était comme un essentiel du monde du cyclisme. La bière post-entraînement, est-ce que c'est bon ou c'est plus une nuisance? C'est sûr que
En fait, ce qui est intéressant, c'est si tu veux prendre une bière sans alcool, là, tu as un peu de tout ce que tu vas chercher. Dans le fond, tu vas chercher des glucides, des liquides. Souvent, il y a un peu aussi de sodium, légère quantité de sodium dans la bière, surtout des fois des bières sans alcool. Puis aussi, c'est que ça change du goût de tout le temps prendre des boissons énergétiques pour sportifs. Donc, c'est une bière sans alcool. Vraiment, ça, c'est très bon après un effort. Une bière standard, une bière surtout avec pas beaucoup d'alcool, ça va pas être nécessairement être très, très nuisible pour ta récupération. Surtout si t'en prends une, puis surtout si la quantité, le taux d'alcool est assez faible. Mais c'est plus que ça va être important après de quand même pas oublier de bien t'alimenter aussi, puis de bien t'hydrater avec d'autres liquides que juste de la bière. Si tu prends juste de la bière après ton entraînement ou ta course, peut-être que c'est pas la meilleure façon de t'hydrater après, mais si tu en prends une, mais tu vas aussi prendre après une boisson avec des glucides puis du sodium, des électrolytes, l'effet négatif est pas là tant que ça. Surtout si ça prend une course, faut quand même, c'est important de te récompenser aussi de toute façon. T'sais. Fait que je ferai attention à la quantité d'alcool dans la bière. Si tu aimes bien le goût de la bière sans alcool, je dirais que c'est une meilleure option. Puis aussi de ne pas oublier de bien t'alimenter puis de bien t'hydrater avec d'autres boissons aussi. Très cool. Mais je pense que ça fait le tour des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands groupes de questions qu'on avait reçus des auditeurs suite à notre premier épisode. Il y avait aussi beaucoup de monde qui se posait des questions, dans le fond, sur les boissons énergétiques. Puis je pense qu'il y avait été question de faire un épisode dédié là-dessus au cours des prochaines semaines. Fait qu'on pourra se reparler en temps et lieu, dans le fond, de l'autre épisode. Ce serait parfait, ça. Puis sûrement, si d'ici là, il y a des gens qui ont d'autres questions, mais ils peuvent te les envoyer, puis on essaiera de répondre aussi à l'autre podcast. Cool, ouais, peut-être une petite section Q&A, sait-on jamais. Ouais. Parfait. Ben, hey, je te remercie. Je te souhaite une très bonne chance pour ton 100 km. Ça se trouve à être quand, ça? C'est samedi prochain en Arizona. Ouais. J'ai bien hâte. Quand même, ouais, c'est quoi? C'est dans 5 jours. Puis ça va, dans le fond, ça a-tu été dur de s'entraîner? Parce qu'on se le cachera pas, là. On était en décembre au Québec. Là, j'imagine que tu fais une semaine en Arizona pour t'habituer au climat et tout ça. Mais ça a-tu été dur de s'entraîner pour un 100 km de course dans le temps de Noël puis quand c'est gelé ici? C'est plus aussi ça travaille beaucoup plus le côté mental, s'entraîner pour une course en février au Québec. C'est surtout faire tes longues sorties, des fois des 30-40 km. Des fois, tu as les mains gelées, des fois, c'est glacé, tout ça. Fait que des fois aussi, j'aurais peut-être des fois déplacé ma longue sortie pour essayer d'optimiser les conditions pour pas nécessairement choisir la pire journée de tempête pour aller faire ma longue sortie. Mais ça s'est quand même relativement bien fait. Puis aussi, en fait, en ce moment où je suis, on est quand même un peu en altitude. Il fait quand même assez froid dehors. Fait il n'y a pas un si gros choc de température. Fait ça, c'est pas trop pire, mais c'est plus j'ai eu le COVID, dans le fond, juste un peu avant de partir pour l'Arizona. Fait ça, c'est peut-être plus ça qui m'a moins aidé dans ma préparation, mais là, ça commence à aller un petit peu mieux. Puis, de toute façon, la semaine avant une course, il n'y a pas grand-chose à faire à part se reposer. Donc, ça devrait aller de mieux en mieux à chaque jour aussi. Fantastique. Bon, ben ça serait un autre sujet qu'on pourrait traiter lors de notre prochain épisode, savoir comment ça s'est passé. Good. Bon, ben merci beaucoup encore pour ton temps, puis on se reparle bientôt. Ça fait plaisir. Salut, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Podcast. Et je vous invite à laisser une note, idéalement 5 étoiles si possible. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci, au revoir.